c'est la logique de la dette, c'est-à-dire le fait que la France, si elle a renoncé à ses programmes sociaux de plus en plus depuis l'éviction de De Gaulle, en gros, et depuis qu'on a en douce jeté le pacte du CNR, et qui a été jeté en douce après l'éviction de De Gaulle, si la France, par comme dirais-je, la Banque de France telle qu'elle fonctionnait avant, pouvait produire sa propre monnaie pour ses investissements productifs à taux zéro, et donc faire de la, comme dirais-je, de la croissance vertueuse, si elle pouvait le faire, ce qui est la définition même d'un État souverain, au lieu d'emprunter l'argent sur les marchés, si elle pouvait le faire, il n'y aurait aucun problème, comment dirais-je, de déséquilibre, et on pourrait payer toutes les retraites. Et non seulement ça, mais normalement, un vrai chef d'État aujourd'hui qui reprendrait le pouvoir en France et qui remettrait à leur place les forces d'argent pour refaire du social, dirait: nous annulons cette logique de la dette, nous annulons la dette, qui est une spoliation et une escroquerie depuis 1973 accumulée, et ce sont même les banques qui nous doivent de l'argent, puisque maintenant, il faut que depuis 1973, ils remboursent des intérêts qui n'existent pas. Et aujourd'hui, en réalité, on paye les intérêts, des intérêts, des intérêts. Si on faisait ça, il n'y a plus aucun problème pour payer les retraites. Or, c'est ça qu'il faut faire. Et je n'ai jamais entendu aucun homme politique, et surtout pas Besancenot, pas encore Marine Le Pen, mais puisqu'elle cite Maurice Allais et qu'elle s'intéresse à l'économie sérieusement, à mon avis, elle y arrivera bientôt. Je dis voilà, nous payons les retraites et annulons la dette et annulons surtout le système de la dette. Voilà. C'est total. Ces deux choses-là sont en vase communicant. Hein. Si les budgets sociaux et la politique sociale de la France a été détruite progressivement depuis 1973, c'est parce que cet argent qui allait au social va aux intérêts des banques privées. Voilà, c'est tout. Et il suffit de revenir à la logique traditionnelle et régalienne d'un État qui, je le dis, pour ses investissements productifs à long terme, ces investissements structuraux, a le droit de se prêter de l'argent à taux zéro. Cet argent était remboursé par la dynamique économique que ça produit. Voilà. Tout le problème vient de là. Voilà. Vous pouvez réfléchir à cette question, creuser, chercher, vous verrez que tout vient de là, et que c'est la clé même du rapport gauche-droite, et en réalité du rapport capital-travail, et c'est la vraie fracture gauche-droite. Voilà. Est-ce que ça doit aller à la banque ou au social? Voilà. Est-ce que ça doit aller au capital dormant ou au productif? Voilà, toute la question gauche-droite, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Voilà. C'est sortir ou pas de la logique de la dette, ce qui veut dire sortir ou pas de la dictature de la banque. Hein, c'est ça que ça veut dire. Voilà. On a vu récemment l'ancien Premier ministre socialiste Michel Rocard, lors de la dernière université du MEDEF, clairement souhaiter l'avènement d'un pouvoir patronal supranational. Ma conclusion est: nous allons de plus en plus vers la probabilité de décisions d'ordre public de plus en plus profondes et de plus en plus urgentes. Qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse des finances, qu'il s'agisse de la surveillance des armes, etc., aucune des agences spécialisées des nouvelles autorités n'a les pouvoirs nécessaires pour traiter les problèmes au niveau de l'ampleur où ils ont mondialement. Et par conséquent, il faut bien aller jusqu'au bout, il faut que les opinions publiques, notamment le seul milieu humain qui connaisse quelque chose au monde extérieur. Ce n'est pas vraiment les journalistes, ce n'est pas les politiques, ils ne sont référés qu'à leur seule tradition, ce n'est pas le monde salarial et ses syndicats, ce n'est pas beaucoup de nos intellectuels trop sensibilisés par leur langue et leur culture, c'est vous les patrons. Vous n'avez pas de substitut, vous êtes la seule expertise par rapport au pouvoir en connaissance du monde extérieur à ce qui s'y passe. Dites vos peurs, faites pression, il est grand temps. Mais laissez pas passer. Et l'urgence, c'est qu'il va falloir finir par tomber d'accord pour dire les souverainetés nationales ont dépassé leur stade d'efficacité, elles entrent dans la période de la nuisance. Rocard a 60 ans de parti socialiste pour terminer en disant, devant le patronat, qu'il souhaite finalement une dictature des multinationales au-dessus des nations, parce que c'est ça que ça veut dire. Parce que dans son allocution que j'ai écoutée, il dit « Personne aujourd'hui n'est capable de comprendre, de gérer le problème, ni les instances politiques, ni les syndicats, ni les forces sociales, ni les structures administratives. Les seuls qui savent et qui peuvent, c'est le grand patronat. » C'est ce qu'il dit. Donc ça veut dire en gros qu'il aspire à un pouvoir mondial comment dirais-je, de ce qu'il appelle des puissances économiques, c'est-à-dire une dictature mondiale des multinationales. C'est-à-dire que c'est le même discours qu'Attali,
que Michel Rocard ait été socialiste et ait fait tout un parcours de gauche pour en arriver à ça, même Sarkozy, qui est au pouvoir, ne peut pas dire ce genre d'abjection d'extrême droite, la vraie extrême droite, hein, qui veut la dictature des multinationales. On ne peut pas être plus à droite que ça. Et voilà où en est Rocard, ce pauvre type à cartable de Conflans-Sainte-Honorine, en fin de course, à tapiner pour le MEDEF en disant je peux encore être plus soumis, plus à droite, plus antisocial, plus anti-gauche que quiconque, pour essayer, je sais pas, de supporter d'une manière ou d'une autre, d'avoir raté la dernière marche de son ascension qui était de terminer président de la République. J'ai pas une grande amitié pour François Mitterrand, mais en tout cas, il nous a débarrassé de ça. Il ne faut pas oublier qu'on doit aussi à Rocard la création du RMI, qui était une vraie saloperie aussi. C'était détruire l'industrie française et faire du chômage de masse, et pour éviter la rébellion sociale, fixer les chômeurs par un revenu minimum qui est un revenu d'alcoolisme, hein, pour éviter que ça devienne une révolte, et faire payer cet alcoolisme et cette fixation par l'équivalent de 2000 francs à l'époque, le faire payer par les salariés en plus, par ceux qui travaillent encore. Il n'y avait pas plus à droite et plus dégueulasse que le RMI, c'est déjà Rocard qui l'a fait, et finalement il est toujours dans cette logique de ce qu'on appelle la deuxième gauche, qui est la vraie nouvelle droite, c'est-à-dire la droite du capital abject qui est bien pire que la droite morale incarnée par exemple par Gollnisch. Vous voyez, voilà, la deuxième gauche a été la vraie nouvelle droite, pas celle de Benoît, ni la droite des valeurs de Gollnisch, mais cette droite abjecte néoconservatrice qui s'est faite par la jonction du capital et des anciens trotskistes, enfin des anciennes forces de gauche, et qui aujourd'hui, la main dans la main, c'est-à-dire le milieu d'affaires judéo-protestant américano-anglais et les intellectuels français issus de 68 et communautaires, c'est-à-dire Attali, la City et Wall Street, ces gens-là, la main dans la main, nous amènent à marche forcée à la dictature mondiale des multinationales par la destruction des peuples, des acquis sociaux, de la culture, etc. Donc la question c'est de savoir, est-ce qu'ils vont y arriver? Ils ont pour eux effectivement la banque, puisqu'ils la tiennent et qu'ils ont accumulé un capital énorme. Ils ont contre eux le bon sens, la souffrance et la souffrance des peuples. Et toute la question est de savoir qui va gagner ce match qui arrive quand même à une période, je dirais, d'épilogue ou d'acmé. C'est-à-dire que ça ne va pas durer encore 30 ans, ce bras de fer. À un moment donné, ça basculera d'un côté ou de l'autre, je dirais définitivement, violemment. Hein. Ce sera soit la dictature mondiale, soit la révolte des peuples et des nations. Voilà. Et on n'est pas loin de ça. Et c'est d'ailleurs, comme par hasard, le sujet de mon prochain livre. Voilà. Alors nous sommes aujourd'hui le 11 septembre 2010, 9 ans après les attentats du 11 septembre, on constate toujours un traumatisme et une rancœur chez le peuple américain, notamment comme le démontre la virulence du débat qui a lieu en ce moment autour du projet de construction d'un centre islamique comprenant une mosquée près de Ground Zero. Alors ça c'est toujours la même chose, de même qu'il y a le théâtre où la gauche est au service de la droite quand elle traite Sarkozy de raciste parce qu'il joue avec des figurants roms à 300 € plus billet d'avion avec retour dans 3 mois. Là on a vraiment, et je crois que ça s'explique par la logique du pétrodollar et le lien entre l'Arabie Saoudite et donc le bastion soi-disant de l'islam sunnite, qui est d'ailleurs de l'islam salafiste, enfin wahhabite le plus extrême, et alors était totalement lié à l'Amérique et jouant un jeu de théâtre de méchants musulmans faisant le méchant de service pour justifier la politique impériale et coloniale américaine. Aujourd'hui, comme par hasard, c'est l'anniversaire du 11 septembre, qui est sans doute une opération interne de l'oligarchie mondialiste qui niche aujourd'hui aux États-Unis, puisque l'Empire, ce n'est pas l'Amérique. L'Empire aujourd'hui niche en Amérique, comme il a niché en Angleterre à une époque, et qui n'a jamais réussi à nicher en France. Ça, c'est encore une autre question. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on a un jeu qui consiste à faire monter les tensions. Et on se demande même si c'est pas exprès que des musulmans veulent construire et accepter une concession pour qu'il y ait une mosquée à Ground Zero, parce que c'est d'une telle faute que c'est fait exprès. Comme par hasard, on a dans le même temps un pasteur qui n'a que 50 fidèles et dont la fille dit qu'il a des problèmes mentaux, qui dit qu'il veut brûler des Corans. Normalement, ça ne devrait pas être relayé. Or, c'est relayé mondialement. Ce qui fait que ça fait des manifs au Pakistan et en Afghanistan avec déjà des morts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent par tous les moyens à donner de la crédibilité à quelque chose qui existe un peu, mais qui n'existe pas à ce point-là, qui est on va dire les rivalités de civilisation transformées en conflits de civilisation, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une complicité je dirais des islamo-américano-sionistes et de l'Empire pour faire monter une mayonnaise de guerre entre le monde chrétien et le monde musulman. Et toute cette médiatisation
avec ce discours de faux cul comme Obama qui dit il y a de bons musulmans, sous-entendu il y en a aussi de mauvais, ne nous énervons pas, alors qu'ils ne font que jeter de l'huile sur le feu, puisqu'ils ne font que parler de ça. On voit très bien que là il y a l'énorme astuce, supercherie et saloperie diabolique du monde de la domination médiatique, c'est de systématiquement mettre en scène un islam radical comment dirais-je, un empire des droits de l'homme, alors qu'en fait c'est du théâtre et que ces deux forces travaillent ensemble. Et quand je dis qu'elles travaillent ensemble, c'est-à-dire que l'islam radical est entièrement instrumentalisé et travaille pour l'empire des droits de l'homme, c'est-à-dire Guignol et le gendarme, quoi. Voilà, c'est ça. Et en réalité, la réalité du monde musulman complexe est ailleurs. Et ce qui est très intéressant, c'est la question à poser, c'est pourquoi parle-t-on en permanence dans tous les médias d'un pasteur d'une secte protestante ultra-minoritaire qui n'a d'après les médias que 50 fidèles, parce qu'il a dit qu'il voulait brûler un Coran. N'importe quel clodo en bas de la rue peut décider je sais pas, de sodomiser je sais pas quoi, une statue de la Vierge. On n'amène pas toutes les caméras du monde pour le filmer. Donc la vraie question, c'est ça. Il y a une vraie volonté de l'Empire, avec des complices chez soi-disant l'islam extrême, mais je pense qu'il faut voir ce que c'est que le wahhabisme saoudien pour voir quand ils fêtent l'Aïd dans les boîtes de nuit à coups de bouteilles de champagne. Ils appellent ça Aïd Party. Hein, c'est vraiment c'est de l'islam américain d'une certaine manière, mais qui prétend être l'islam le plus radical. Tout ça est du théâtre, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et malheureusement, les masses musulmanes qui sont un peu émotives, pas très cultivées et qui n'ont pas encore bien compris ce que c'était que la propagande, ils n'ont pas lu Édouard Bernays visiblement. Alors eux, ils tombent dans tous les pièges, c'est-à-dire ils vont brûler des drapeaux américains, peut-être même brûler des bibles, c'est ce qu'on souhaite pour se venger de cette histoire de Coran, pour qu'on ait bien la mayonnaise du conflit de civilisation, que le peuple chrétien bien manipulé, bien abruti, et bien peur du musulman et de la violence musulmane. Et je signale que derrière, monsieur terrorisme de je sais pas trop où, là, un mec qui a été coopté pour sa soumission, nous dit que tous les signaux sont au rouge pour les risques d'attentats islamiques, et que ça viendrait d'Al-Qaïda Maghreb. Et tout ça, c'est le même théâtre. Al-Qaïda, ça n'existe pas, on le sait. Voilà, tout ce qui est terrorisme islamique maghrébin est sous contrôle des services français, anglais, israéliens et américains de A à Z. C'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent rien faire, sauf si on les laisse faire, et généralement on fait plus que les laisser faire. On les instrumentalise et on les manipule et on les arme de A à Z. Donc tout ça est du grand théâtre, peut-être pour nous amener, vu l'ampleur de la crise, un deuxième 11 septembre, hein. C'est tout à fait possible. Hein. Et comme par hasard, ça tournait en boucle sur FIP cet après-midi, hein. On avait, tous les signaux sont en rouge pour un attentat islamique en France par Al-Qaïda Maghreb. Et voilà où on en est du mensonge, de la manipulation, pour essayer de nous imposer toujours la même chose, une dictature... une dictature de marché, on va dire, hein, en période de crise aggravée et de quasi-écroulement de l'économie occidentale, tirée vers les abîmes par l'escroquerie du dollar, hein, qui renvoie d'ailleurs à l'escroquerie, toujours cette histoire de perte du contrôle de la monnaie par les États, etc., de la réserve fédérale américaine, qui n'est ni une réserve ni fédérale ni américaine, c'est quand même beaucoup. Enfin voilà, tous ces sujets-là finalement sont en boucle. Et c'est ce que j'appelle, moi, l'Empire, sa stratégie de domination, qui devient de plus en plus violente, dangereuse, et qui a une odeur de Troisième Guerre mondiale. Et c'est le sujet de mon prochain bouquin, d'ailleurs, qui s'appelle Comprendre l'Empire. Et c'est aussi des choses dont on parle dans notre petit journal Flash, dont je recommande aux gens de s'y abonner, puisque ça n'existe que par abonnement. Et que, voilà, on n'a pas de pub, on n'a rien. Si les gens s'intéressent à tous les sujets dont je parle là dans ces vidéos, tout ça est traité dans Flash. Voilà. Il y a un site internet, Flash Magazine, vous allez sur Google, vous le trouvez, vous pouvez vous abonner en ligne, et vous le recevez à la maison, scellé dans du plastique gris foncé, pour que le voisin ne sache pas que vous lisez Flash, si jamais vous avez peur. Enfin voilà, j'ai fait la petite pub pour Flash, il n'y a pas de raison. Très bien, Soral, merci beaucoup, et au mois prochain. Eh ben, c'est moi qui vous remercie, et on ne dit pas au jour d'aujourd'hui. Hein, attention.